Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, hein, cette émission qui vous informe tous les jours, hein, sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires, hein, pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, on parle de la mort subite cardiaque. Donc, je suis accompagnée du professeur Aimé Bonny, hein, qui est cardiologue, et également enseignant à l'université de Douala, hein, qui est avec nous pour nous éclairer un peu sur ce sujet-là, hein, qui touche énormément de monde, hein. Donc, ça peut survenir quand on est malade ou non, quand on est en bonne forme, ça peut aussi arriver. Donc là, il nous explique un peu tout ça, hein, pour que nous puissions faire attention, pour que nous puissions faire très très attention à notre comportement, notre vie, notre hygiène de vie justement, hein, n'est-ce pas, professeur? Oui, absolument. Prévenir vaut mieux que guérir. Et surtout quand on n'a Exactement. pas beaucoup de moyens, il vaut mieux prévenir parce que le coût du soin même est plus important. Plus important. Ah oui, ça, on ne finira jamais de le dire. Dès que vous avez un bobo, allez consulter. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des maladies silencieuses du cœur. Peut-être dans une autre émission, on pourra vraiment un peu décortiquer tout ça, hein, pour voir, parce que c'est vrai que là, comme ça, sans analyse, tout ça, on peut pas savoir. Mais la population, il faut que les gens, chacun puisse aussi prendre sa vie en main. Mais vous savez, aujourd'hui, la médecine a fait beaucoup de progrès. Mm. Et on sait aujourd'hui dépister beaucoup de maladies, même silencieuses. En faisant un certain nombre d'examens, de l'imagerie et autres, on arrive quand même à réduire le nombre de maladies non élucidées, c'est vrai. Et bien donc ça, il faut investir parce que la santé a un coût. Et il faut que nos États aussi en Afrique puissent mettre beaucoup de moyens pour permettre aux médecins que nous sommes de faire des diagnostics qu'on ne faisait pas avant et qu'on peut faire. Et puis surtout d'alléger aussi le portefeuille des gens parce que c'est pas évident, hein, comme vous dites là, c'est les examens, il faut investir, oui, c'est énorme. Énorme et faut que c'est des gens aussi qui n'ont pas beaucoup de moyens non plus. Donc Absolument. il faut vraiment mettre des dispositifs en place pour vraiment Absolument. aider les gens à se soigner, juste à faire des bilans et à prévoir, quoi. C'est Mais aussi les gens aussi important. doivent s'aider eux-mêmes en évitant certaines expositions, Comportement, certains comportements, exactement. voilà. Et Faire du ça, oui, sport, ouais. faire du sport, mais avec modération, hein, Avec attention. modération, effectivement. Avec modération, hein. Mais justement, on parlait tout à l'heure, hein, du bilan, on nous avait un peu briefé là-dessus. Et est-ce que, par exemple, un sportif, hein, c'est-à-dire avant un arrêt cardiaque, est-ce que les gens ont des signes d'alerte? Oui, oui, il y a des signes d'alerte. Déjà, si un sportif a une fatigue inhabituelle, il est fatigué plus que d'habitude, ça peut être un signe justement d'un surentraînement. Et le surentraînement, c'est-à-dire que vous avez tiré sur la corde et tout. Hmm. Le surentraînement a un risque de mort subite cardiaque. Voilà. Parce que le cœur vous dit, bon là, je ne peux plus, mais vous lui demandez de faire encore un peu plus. Et ce un peu plus-là peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si vous êtes... vous jouez et vous sentez des vertiges et tout, il faut arrêter. Arrêtez. Hein. Si vous jouez, vous sentez des palpitations, il faut arrêter. Si même entre deux entraînements et tout, vous sentez de temps en temps des palpitations, il faut absolument consulter. Si vous jouez et vous avez une douleur, dès que vous commencez une activité, enfin l'activité physique et tout, vous sentez une douleur à la poitrine, il ne faut pas continuer. Il faut s'arrêter pour faire un bilan. Le médecin va vous faire par exemple ce qu'on appelle un test d'effort. Donc vous allez être sur un vélo branché à un électrocardiogramme et on va vous faire pédaler avec des paliers d'effort pour essayer d'accélérer votre cœur. Mais là, vous êtes dans des conditions médicales. Et le médecin va donc essayer de savoir si la douleur que vous avez souvent ressentie là, quand vous juste courez un peu, vous montez les marches et autres, est-ce que cette douleur-là est reproductible? Et si elle est reproductible, il verra, puisque vous êtes branché à l'électrocardiogramme, on verra s'il y a une corrélation entre la douleur que vous ressentez et des anomalies à l'électrocardiogramme. Comment se comporte la tension? Est-ce que la tension chute quand vous faites un effort? Parce que ça, c'est un mauvais signe. Bon, ça, donc, vous devez faire des tests dès que vous avez des petits signes. Donc, je cite douleur à la poitrine, vertige, Fatigue. palpitation, fatigue, entre autres, il faut Arrêtez. arrêter de faire le sport et faire d'abord un bilan. Ok. Moi, j'espère que vous avez entendu, hein. Parce qu'il y a des vrais sportifs.
du dimanche qui, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, quand on a un certain âge, il faut déjà aller voir le médecin, consulter déjà avant de commencer une activité. Et surtout que là, avec les signes, hein, on va le répéter encore, la fatigue, le vertige, les palpitations et puis des douleurs à la poitrine, il faut tout de suite arrêter, ne continuer surtout pas. Surtout, surtout, surtout pas. Donc là, j'espère que hein, les grands sportifs, hein, nos tontons, nos papas qui veulent faire le foot le dimanche ou même courir, la marche, c'est bien aussi, c'est relax. Absolument. Mais il y en a Mais vous savez, qui... je vais vous dire, hein, Oui, vous avez un sportif, c'est un sportif de haut niveau de compétition, mais c'est son sport. Il est maintenant à la retraite, il continue à jouer. Il a 45 ans. Il se dit, ben, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours joué, donc voilà, ça va. Non. Parce qu'à 45 ans, on peut déjà avoir les artères qui commencent à s'encrasser et tout. Et en faisant le sport, on peut faire une crise cardiaque. Donc, passé 35 ans, 40 ans, il faut avoir faire un bilan chez un cardiologue avec au minimum un électrocardiogramme, voire davantage échographie cardiaque, voire test d'effort pour avoir le quitus et faire le sport. À moins de 35 ans, c'est d'autres maladies qui ne sont pas les artères coronaires, mais ce qu'on appelle les maladies électriques du cœur. Et là, il y a un minimum. Le minimum, c'est l'électrocardiogramme qu'il faut faire. qu'il faut faire, bah, il faut déjà aller consulter votre médecin pour en savoir un peu plus. Mais donc, professeur, parlons de dopage. Est-ce qu'il y a des tests qui se font hein, pour les sportifs avant de commencer les matchs? Mais est-ce que c'est entre un sport, entre une équipe qui va jouer, par exemple, on joue pas localement, mais on joue à l'extérieur. Avant d'arriver, c'est-à-dire quand on arrive sur place, est-ce qu'il y a un autre test qui se fait? Alors déjà, c'est quoi le dopage? Le dopage, c'est la prise d'une substance ou d'une méthode susceptible d'améliorer les performances du sportif. Ou encore, cette substance qui a un risque sur la santé. Et troisièmement, troisième critère, une substance ou alors une méthode qui enfreint à l'éthique sportive. Et donc, les substances dopantes vont avoir un impact non seulement sur le sport, sur la performance du joueur, mais aussi sur la santé. Et c'est pour cette raison que l'association mondiale antidopage, l'AMA, a édicté donc des règles et une liste des substances qui sont interdites. Voilà. Et en plus, ces substances interdites, il y en a plusieurs catégories. Les substances qui sont interdites, quelle que soit la période de l'année, en compétition ou en dehors de la compétition. Des substances qui sont interdites pendant la compétition. Et d'autres qui sont interdits selon les sports, parce que tous les sports n'ont pas la même définition du dopage, selon les sports et tout. Alors, pour répondre à votre question, quand est-ce que ça se fait? Ça dépend aussi du sport. Vous savez, par exemple, que les tennisman, les cyclistes et tout, il y a des contrôles antidopage qui peuvent se faire inopinément pendant toute l'année. Vous êtes en compétition, c'est-à-dire que le Tour de France ou pas, on peut vous choper à tout moment et puis on vous teste. Et vous devez, par exemple, il y a une certaine traçabilité, vous devez toujours dire où vous êtes. Parce qu'on peut, quel que soit le pays, même en vacances, on doit savoir où est-ce que vous êtes. On peut vous tirer au sort et vous faire un test. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au football. Le football, en général, les tests de dopage se font, antidopage, se font le jour du match et en général, c'est après le match. Juste après le match, on tire au sort le joueur qui va passer au test antidopage. En général... C'est pas tout le monde? Non, c'est pas tout le monde. C'est au tirage au sort. On peut vous prendre souvent le mec le plus performant, qui a claqué des buts, qui a couru comme pas possible, ainsi de suite. Ils ont certainement aussi d'autres critères. On vous prend, et donc là, c'est rapidement, juste après ça, vous allez faire une prise d'urine ou alors de sang, et on vous tire au sort. Donc ça, c'est par exemple pour le football. Ok, d'accord. Donc avant et après? Non, après le match. Après le match. Après le match. C'est vraiment essentiellement après le match. Après le match. Avant le match ou avant la compétition. En plus, la compétition est définie comme... enfin, la période de la compétition, c'est dès le jour même de la compétition. La veille, on n'est pas encore en compétition. C'est-à-dire le jour de la compétition qu'on peut prendre des joueurs et essentiellement, c'est après le match. Ça, c'est pour le football. Mais pour d'autres compétitions, comme le tennis, à tout moment, au cours de l'année, vous pouvez être pris. D'accord. Parlez-nous de votre association, de vos professeurs, African Heart Rhythm. Alors,
L'African Heart Rhythm Association, c'est donc l'association panafricaine pour l'étude et le traitement des troubles du rythme cardiaque. Puisque les troubles du rythme cardiaque sont ce qu'on appelle la rythmologie. Donc, c'est une partie de la cardiologie qui traite donc tout ce qui peut emballer le cœur et entraîner donc un arrêt cardiaque. Et donc, cette association regroupe tous les pays d'Afrique. Voilà, tous les pays d'Afrique sont susceptibles d'être membres de cette association. Une association qui a été créée en 2020 à Nairobi, mais qui découle en fait de deux groupes scientifiques de la PASCA. La PASCA qui est la Pan-African Society of Cardiology. Donc, ces deux groupes-là, donc des task force sur le traitement des pacemakers, enfin l'implantation des pacemakers et puis la mort subite cardiaque se sont donc réunis pour faire cette association. Et le groupe sur la mort subite cardiaque, lui, il est né en 2011 à Kampala, sous mon égide, dont j'étais le chairman, et je suis donc devenu le président de l'association en 2020 à Nairobi. Et nous devons changer, donc avoir des élections cette année. Normalement, ça devrait avoir lieu l'année dernière. Cette année, des élections pour élire un nouveau board de cette association. Et moi, je deviendrai donc le past président, mais en essayant de guider les nouveaux membres pour continuer notre mission qui est de permettre à l'Afrique de bien se soigner dans le domaine des troubles du rythme cardiaque, qui est le domaine le plus complexe de la cardiologie et qui demande beaucoup de moyens. Et donc, nous devons inciter les États à mettre des moyens pour que nous puissions mieux soigner les malades. D'où, d'ailleurs, mon arrivée en Afrique de l'Ouest. Faites la tournée. À tourner Lomé, Cotonou et Accra, où je dois rencontrer à Lomé ou Cotonou. Enfin, j'ai rencontré les cardiologues locaux pour les inciter à rejoindre, ceux qui ne sont pas déjà, rejoindre l'AFRA, qui est une association, pas des anglophones, parce que c'est quand même essentiellement les pays anglophones qui y sont, mais c'est une association panafricaine. D'ailleurs, le président que je suis est francophone, et donc les Africains francophones doivent rejoindre cette association, parce que l'union fait la force, et nous devons faire de l'Afrique un hub de la prise en charge des maladies rythmiques du cœur. Du cœur. Écoutez, bravo. Bravo à vous. Et puis, justement, est-ce que vous menez des actions? Comment ça se passe dans les pays, au fait? Oui, nous avons, par exemple, des formations en ligne et en présentiel des jeunes cardiologues, rythmologues, donc ceux qui veulent s'initier à la rythmologie. Nous faisons des webinars. Nous accompagnons les jeunes à s'installer et à se former. Donc, nous avons des formations pratiques avec des prototypes. Nous avons des centres de référence où les jeunes cardiologues africains qui veulent se former et qui ont du mal à se former peuvent aller là-bas pour se former en Égypte, en Algérie, au Kenya, en Afrique de l'Ouest. On va essayer de développer cela, en Afrique du Sud. Voilà, donc nous faisons ça. Nous pouvons aider les jeunes à trouver du matériel parce que c'est coûteux pour s'installer et former. Nous avons des coopérations avec les Européens, l'European Heart Rhythm Association, donc c'est un peu le pendant pour la Société européenne de cardiologie, avec les Américains, HRS, où on fait des séminaires ensemble. D'ailleurs, on devait organiser un séminaire à l'occasion justement du décès de Marc-Vivien Foé, mais à cause d'une difficulté de timing, ça a été reporté à plus tard avec les Européens. Les Européens nous ont offert dernièrement la possibilité d'assister à leur congrès tout en étant sur place en Afrique, donc online, parce que c'est coûteux, oui. Mais ils ont offert 50 places gratuitement et que j'ai donc distribué avec mon staff à tous les jeunes Africains qui veulent écouter ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde pour être up-to-date et reproduire la même chose en Afrique. Donc il y a cette coopération-là, ça permettra à l'Afrique, ça permet déjà à l'Afrique d'augmenter sa capacité de prise en charge des malades qui ont des troubles du rythme cardiaque. Merci beaucoup, professeur. Alors, comment on évite ça? Comment on évite les arrêts cardiaques? Alors, pour éviter l'arrêt cardiaque, il faut avoir déjà une certaine hygiène de vie. Voilà, ne pas fumer. Un sportif, par exemple, qui fume a plus de risques de décéder de mort subite cardiaque qu'un sportif qui ne fume pas. Surtout, fumer moins de 2 heures avant l'activité sportive,
c'est vraiment suicidaire. Il ne faut pas le faire. Il faut contrôler sa tension, savoir déjà quelle est sa tension. Les sportifs qui ont des tensions qui est très élevées, vous savez que quand vous faites le sport, vous augmentez encore votre tension et vous pouvez courir le risque de faire un AVC. Donc, toutes les maladies en général et cardiaques en particulier doivent être décelées avant. C'est pour cette raison qu'il faut faire un bilan sportif avant la compétition. Absolument. Et ce bilan doit être répétitif parce qu'une anomalie qui n'a pas été vue cette année peut être décelée l'année d'après. Donc régulièrement, il faut faire ce bilan-là. Il faut dormir suffisamment. Des sportifs qui ont joué et juste après ça vont au bar, vont boire, vont danser, ont moins de 8 heures de sommeil par jour, vous êtes à risque de faire un arrêt cardiaque à la prochaine compétition. Ça, c'est pour les sportifs, mais pour les personnes lambda comme nous... les personnes lambda, le poids, il faut surveiller son poids. L'obésité, l'excès de poids est à risque de survenue d'un arrêt cardiaque. Donc, il faut surveiller son poids, il ne faut pas fumer, il faut contrôler sa tension, il faut prendre ses médicaments. Quand on est malade, il faut prendre les médicaments parce qu'une maladie qui est stabilisée par le traitement permet aux gens de faire le sport. D'ailleurs, le sport dans ces conditions-là, où on est quelqu'un de malade, mais on prend son traitement, le sport est thérapeutique. C'est ce qu'on appelle la réadaptation cardiaque. Donc, il faut surtout bien respecter les consignes du malade. L'alcool est à proscrire parce que l'excès d'alcool va entraîner ce qu'on appelle une cardiomyopathie alcoolique. Donc, le cœur va se dilater à cause de l'alcool. Et s'il se dilate, il va, au lieu de se contracter avec vigueur, il va faire ça. Et une fraction d'éjection qui est basse est à risque d'emballement du cœur. Oui, mais l'alcool, c'est quoi? À quelle fréquence? Un petit verre de vin par-ci, par-là, ça va ou bien sûr qu'un petit verre de vin au repas tous les jours. Un petit verre, hein, attention. Hein. Ouais, un petit verre. C'est pas 3, c'est pas 3-4 verres, c'est pas toute la bouteille. Régulièrement, c'est bien. Ça, c'est le vin. Le whisky et autres, modérément. Comme on dit dans la vie, c'est l'excès qui tue. Les rhums de chez nous, là, c'est très... Il n'y a même pas de degré. Je sais pas s'il y en a chez vous, le vin de palme, là. Oui, le vin de palme, en soi, une fois de plus, quel que soit le degré, j'imagine quand même, moi je bois pas, heureusement, mais j'imagine que quel que soit le vin et le degré, déjà on le ressent, vous ressentez, plus il y a des degrés, plus ça secoue, comme on dit, chez nous, et là, pris modestement, pas tous les jours, de temps en temps, bon, ça n'a pas une action très importante. Surtout si on n'a pas d'autres facteurs de risque. Parce que le plus important, enfin, dans la prévention, c'est éviter l'accumulation des facteurs de risque. Parce que si vous buvez, disons modérément, vous fumez modérément, vous êtes diabétique modérément, vous êtes hypertendu modérément, l'accumulation de tout ça fait que finalement, ça explose. Ouais. Voilà. Que peut-on retenir de tout ça, donc professeur? On arrive à la fin de l'émission. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sport est bon pour la santé, mais à condition qu'on ait déjà une santé pas fragile pour faire le sport. Sinon, après, ça doit être un sport encadré, un sport médicalisé pour améliorer, parce que le sport est aussi fait partie de la thérapeutique qu'on peut avoir. Il faut éviter tous les facteurs susceptibles de précipiter l'emballement du cœur. Il faut éduquer les populations à reconnaître un arrêt cardiaque. Parce que, comme on l'a dit tantôt, on ne peut pas, quel que soit l'outil diagnostique, même en Occident, qu'on peut avoir, il y a toujours à peu près 30 à 40% de causes qu'on n'arrive pas à élucider. Donc, on est quand même tous à risque de faire un emballement. Et si on a fait un emballement du cœur, on a fait un arrêt cardiaque, nos coéquipiers ou les témoins, si c'est à la maison, doivent apprendre à faire le massage cardiaque. Car le massage cardiaque sauve les vies. Le temps d'avoir peut-être un défibrillateur si on en a, mais simplement le massage cardiaque est très utile. Donc chacun de nous à la maison, surtout si nous avons des personnes âgées à la maison, chacun de nous doit apprendre à faire, reconnaître un arrêt cardiaque, faire le massage cardiaque, ça sauve des vies.
Un grand merci, hein, professeur. Je rappelle que vous êtes cardiologue et enseignant à l'université de Douala. Merci, hein, d'avoir fait le déplacement. Et en tout cas, bon vent à vous, hein, et puis pour votre tournée Afrique de l'Ouest, hein, avant de poursuivre sur les autres pays, dans les autres pays. Un grand merci à vous tous, hein, comme vous l'avez entendu. Faites attention à votre santé. Quand vous avez des personnes à risque chez vous, bah, écoutez, essayez vraiment de faire le maximum, hein, les massages cardiaques. On doit tous apprendre à faire ça. Tous. Au moins avoir une personne à la maison qui sait faire les massages cardiaques. Et puis, faites très, très attention à votre santé. Vous aussi, si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez surtout pas, appelez-nous sur le 93 91 08 20. Je répète 93 91 08 20. Et puis sinon, vous avez toutes les émissions sur notre compte YouTube, hein, Direct Santé via la page de New World TV. Merci beaucoup, professeur. Merci à Messi, à Fofo, à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.